Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous souhaite de visu une très bonne année 2024. J'ai décidé de montrer ma tête, on verra ce que ça fait, combien d'abonnés je vais perdre à cause de ça, on verra bien. J'ai vu pas mal de vidéos être publiées par différents créateurs de contenu sur YouTube, justement sur des bilans jeux de rôle de 2023. J'ai hésité à faire ça, au départ je ne voulais pas parce que je considère que d'une certaine manière, les vidéos que je sors sont des bilans perpétuels de ce que je constate, de ce que je vois sur mes propres parties, des discussions que j'ai avec les gens, des réflexions que ça me suscite, et donc j'avais peur un peu de me répéter dans ce bilan par rapport aux autres vidéos que j'ai pu enregistrer et publier sur la chaîne. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai délégué le travail aux membres de mon Discord, et une bonne partie d'entre eux a répondu présent en me posant différentes questions, certains plusieurs. Donc je me suis servi de ces questions, je les ai agencées, je les ai organisées pour produire une vidéo bilan 2023, tout simplement en répondant à ces questions et en développant un petit peu quand même pour que ce soit consistant. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, et on va commencer donc à répondre à ces différentes questions. Merci à vous d'ailleurs pour votre participation. J'allais dire que ça m'avait fait moins de travail, mais en réalité c'est pas vrai du tout, parce qu'une fois que j'ai eu toutes ces questions, il a fallu que je les organise, que je choisisse un bon ordre, que je vois, enfin il fallait que ce soit fluide quand même, donc c'était pas si évident que ça en réalité. Mais merci quand même pour votre participation. Sais-tu estimer la part de jeu en tant que joueur et maître du jeu sur 2023 ? Alors si on compte en nombre de sessions, et qu'on inclut ma campagne Au nom des pères de cette année, qui a occupé la majeure partie de mon temps jeu de rôle, je suis facilement maître du jeu 9 fois sur 10, faut pas se mentir. En revanche, si on enlève la campagne, c'est différent. J'avais d'ailleurs prévu de faire une pause de campagne pour jouer plus, notamment avec mes joueurs qui allaient passer derrière l'écran, et pour me consacrer à la création de nouveaux one-shots. Donc là, si on enlève la campagne, si on la prend pas en compte, je pense que je suis quand même plus souvent maître du jeu, je dirais 2 fois sur 3. Peut-être même 50-50 sur certaines périodes, parce que j'ai quand même pas mal joué, ce qui était assez intéressant d'ailleurs. Mais bon, je suis avant tout maître du jeu, et pour tout vous dire, ça me va très bien comme ça. Le temps de préparation de mes parties. Alors là, c'est assez difficile à quantifier, parce que j'ai l'impression de travailler beaucoup dessus, simplement parce que j'y pense régulièrement. Je suis pas forcément posé pour travailler, en réalité, mais j'y pense, et donc ça me donne l'impression que je suis souvent dessus. Il y a vraiment toute la partie réflexion et pas forcément simplement la partie travail, écriture de scénario, préparation de partie, de séance. Mais en ce qui concerne donc le temps vraiment de passer à travailler dessus, à se poser, à se dire ça y est, je suis dans les conditions pour me poser, écrire et avancer concrètement, là c'est quand même moins fréquent. Je travaille pas de manière régulière, c'est en fonction de mes dispos par rapport à ma famille, etc. Vous connaissez tout ça, hein, plus ou moins. Et en général, lorsque je m'y mets vraiment, que je trouve ce moment, je produis plutôt vite. Mais ça va dépendre. Les one-shots, c'est quand même des heures de travail. Simplement parce que les one-shots, je prends du temps, j'essaye de renouveler aussi, de faire quelque chose de très différent à chaque fois, avec un nouveau truc. Il y a toujours un petit twist sur mes one-shots. Il faut trouver l'idée, il faut prendre les inspirations et les assembler. Les scénarios one-shot, je ne les prépare pas de la même manière les uns les autres. Donc, c'est quand même plusieurs heures de travail. Je ne saurais pas les quantifier exactement. En général, ça se déroule même sur plusieurs semaines parce que mes séances de travail sont assez écartées. Donc voilà, quelques heures. Désolé de pouvoir être plus précis. Les campagnes, c'est un très très gros travail au départ. Préparation de la toile de fond, connexion des éléments personnels, des personnages joueurs. Et plus la campagne avance, moins j'ai à fournir de travail. Simplement parce que plus j'avance, plus j'ai de la matière dans laquelle je peux puiser pour préparer. À tout ceci, l'aspect scénaristique, l'aspect préparation, va s'ajouter la préparation de ma bande-son, de mes sons d'ambiance, mes musiques. Ceux qui me suivent savent que j'utilise énormément ça dans mes scénarios et mes campagnes. Et ça ajoute au temps de préparation. Ça peut ajouter des heures de préparation, même si j'ai du mal à les voir comme un travail de préparation au sens strict du terme, parce que pour moi, c'est facile, c'est vraiment du plaisir. La préparation de scénario aussi, mais disons que j'ai l'impression de moins réfléchir. Je suis plus... c'est moins fatigant. Il n'y a pas vraiment de réflexion, j'écoute, je choisis, je découpe un peu la musique ou le son s'il faut. C'est pas difficile. C'est un peu la récompense après le travail. En général, c'est la dernière chose que je fais dans la préparation. Encore que parfois ça se passe en même temps.
Bon, mais dans l'ensemble, une campagne, sans pouvoir vous quantifier exactement combien d'heures par jour ou par semaine plutôt je vais produire, c'est des heures de travail au sens large. C'est quand même une partie de mon temps non négligeable. Je vous avoue, des fois, je sais même pas comment j'arrive à faire ça parce qu'il y a, il y a entre les enfants, ma femme quand même accessoirement, le travail, l'entraînement et puis d'autres choses, quoi, la vie de tous les jours comme tout à chacun. C'est pas toujours simple, mais bon, pour l'instant, ça fonctionne à peu près. Navré, mais le café est fondamental. On m'a demandé aussi de parler de mes one-shots, justement, de discuter, je pense que c'est Jenny qui me demandait ça, des one-shots que j'ai fait jouer en 2023. Et pour une grande partie d'entre eux que j'ai fait jouer en 2023, c'est aussi en 2023 que je les ai créés. Il se trouve que donc, comme je vous le disais, j'ai fait une pause après la fin de ma campagne au nom des pairs, une pause campagne, pour me consacrer au fait d'étoffer mon répertoire de one-shot. Jusqu'à présent, je tournais essentiellement autour de 2 one-shots, des one-shots d'horreur, Section C et Le Bateau Blanc, je vais en reparler. Je les avais fait jouer à de nombreuses tables. Je pense que j'ai fait, pour chacun d'entre eux, j'ai dû faire jouer pas loin d'une dizaine de tables, peut-être même 10. Hein. Et le reste du temps était occupé par mes campagnes. Je suis plutôt un MJ à campagne, soyons honnêtes, même si j'adore les one-shots, parce que ça me permet de renouveler, de faire quelque chose de différent à chaque fois, justement. La variation, je l'ai je l'ai vraiment dans les one-shots, la variation d'univers, etc. Et il se trouve que plus je suis impliqué dans la communauté jeu de rôle, plus je rencontre virtuellement ou même en réel des gens, plus j'ai envie de jouer avec eux. Et une fois que je leur ai fait jouer mes 2 one-shots, ben, j'en manque. Donc, il fallait que j'étoffe si je voulais pouvoir jouer encore avec des personnes que j'apprécie, parce que j'ai pas le temps de faire des campagnes pour tout le monde. Hein. Ma campagne, elle est consacrée à mon groupe principal uniquement. Par conséquent, j'avais besoin d'étoffer mon répertoire de one-shot et c'est ce que j'ai fait en 2023. Donc, je vais vous parler de manière succincte de mes différents scénarios. Alors, les 2 plus vieux, on a Section C et Le Bateau Blanc. Section C, c'est un huis clos horreur, court et intense. Ça dure entre... allez, en moyenne, c'est 2h30, 3 heures de jeu. J'ai pu avoir 2 heures et j'ai pu avoir 3h30, mais bon, c'est plutôt à la marge. C'est un classique, en tout cas dans mon répertoire. Je le fais jouer régulièrement. Notamment parce que c'est facile à placer, c'est intimiste, c'est en huis clos, c'est pour 2 joueurs, donc forcément on trouve plus facilement des dispos et ça tient en une seule séance, comme je le disais. Donc un one-shot très efficace qui fonctionne bien. Le Bateau Blanc que j'ai créé probablement quelques années après Section C, mais ça fait, je pense, 8 ans maintenant que je l'ai créé. C'est un one-shot d'horreur également, mais plutôt d'enquête horreur et à rythme plus lent. Clairement, c'est une montée en intensité très progressive. D'ailleurs, ça se joue en 2 séances. Je l'ai fait jouer une fois en une séance de 4 heures, mais c'était vraiment l'exception qui confirme la règle en réalité. C'est plus difficile à placer pour cette raison, et aussi parce que il faut 3 joueurs. Ça marche moins bien à 2 ou plus, enfin à 2 ou plus de 3 joueurs. Et mais bon, ça c'est pareil, ça fonctionne bien. C'est différent. C'est une histoire d'horreur, mais sur fond de drame familial. Les joueurs jouent une fratrie, donc il y a aussi quelque chose d'intimiste. Ça donne lieu souvent à des roleplays très intéressants. Et mention spéciale, tout récemment, je crois que c'est ma dernière itération de ce scénario. Il y a eu une scène d'action, pourtant sur un scénario assez lent, assez incroyable, avec, je vais les nommer Jeremy, Laurent et Olivier. Vraiment un truc excellent. Donc comme quoi, après une dizaine de fois être joué, on peut toujours être surpris, y compris sur un même scénario. C'est pour ça que les one-shots, c'est très plaisant à faire jouer à différentes tables. Mon 3e one-shot, que j'ai depuis longtemps, ça doit faire 2-3 ans maintenant, mais jusqu'à récemment, je le considérais pas vraiment comme faisant partie à part entière de mon répertoire de one-shot, c'est Terminator Tech Noir. Je le voyais un petit peu comme pas un vilain petit canard, parce que je l'ai pas créé avec toute liberté. Je l'avais créé il y a 2-3 ans dans le cadre d'un événement créé par Eric de la chaîne Les Imagitateurs. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, lien en description, donc c'est une série qui s'appelait On fait du cinéma. Il encourageait les maîtres du jeu à créer des scénarios basés sur un film avec l'intrigue qui se passe avant ou après l'intrigue du film. Et moi, j'avais choisi de faire quelque chose qui se passe en parallèle pendant l'intrigue du premier film Terminator. C'était un défi super intéressant, mais forcément qui plaçait beaucoup de contraintes dans la manière dont j'allais créer les choses. J'avais moins de liberté et par conséquent, j'avais tendance à dire ça fait pas forcément partie de mon vrai répertoire parce que j'avais trop de contraintes. Et puis, avant de créer de nouveaux scénarios, j'en manquais
Et donc, j'ai commencé à le faire jouer. En plus, il y a mon ami Poulpi, vous pouvez aller voir dans son Discord également, je pense que je vais vous mettre le lien en description, qui a organisé basé sur cette idée, qui a aussi lancé son événement là-dessus, et je l'ai fait rejouer. Et en fait, ça plaît bien, donc j'ai décidé de l'intégrer clairement à mon répertoire de one-shot. Donc, comme je le disais, c'est de l'action-enquête. Il y a quand même de l'enquête dedans. Et en fait, ça suit l'histoire de 3 flics qui sont, dans l'ensemble, je pense que je spoil rien, qui sont sur les traces justement du Terminator et qui sont un peu à la traîne de l'intrigue du premier film. Et après, il y a des croisements de l'intrigue, et puis il y a aussi des choses qui prennent des tangentes, des petites poches narratives qu'on ne voit pas à l'écran. Et ça marche très bien. Enfin, pas toujours, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Autre one-shot, Comet. Comet, alors attendez, je prends juste une gorgée de café. Comet, c'est un scénario, c'est un peu un ovni dans mon répertoire. Je voulais vraiment le tenter, il me tenait à cœur. Il est créé depuis assez longtemps maintenant, il est prêt depuis longtemps, et je l'ai fait jouer seulement récemment, relativement. Il y a quelques semaines, je l'ai fait jouer 2 fois. Ça mélange beaucoup de choses. J'ai vraiment mélangé beaucoup de sources d'inspiration. C'est une sorte de patchwork, mais un peu plus organisé qu'un patchwork quand même, enfin je l'espère. C'est un one-shot, probablement mon one-shot le plus triste. Il y a un peu des échos de l'enfance, des amitiés de l'enfance, l'amitié de manière générale. Il y a aussi du fantastique, de l'onirisme. Il y a aussi quelque chose à comprendre, hein. Il y a vraiment des choses assez étranges qui se passent, hein. Il y a une tension, c'est pas simplement quelque chose, une métaphore sur l'amitié, encore qu'il y a beaucoup de choses comme ça, et dit comme ça, pour certains, peut-être que ça ne le vend pas très bien, mais il y a quand même quelque chose à découvrir, hein. Il se passe des choses, mais ça a vraiment marqué les 2 groupes auxquels je l'ai fait jouer, moi aussi. C'est un des scénarios qui a généré le plus d'émotions. Vraiment d'une intensité très forte, et je vais y revenir un peu plus tard dans ce bilan 2023. Soleil Rose, un scénario que j'ai créé donc relativement récemment, c'est un de mes plus récents. C'est un scénario qui se déroule dans le canon esthétique rétro-futuriste néon années 80, un peu K2000, mais avec les néons roses, tout ça. J'adore ce canon esthétique, donc vraiment rétro-futuriste. Ça me tenait à cœur. Je voulais au départ faire un scénario d'action vraiment, je vais pas dire gros délire, mais où on s'éclate dans ce type d'univers de canon esthétique avec de la musique synthwave. Pareil, j'y reviendrai dans mes inspirations en fond. Et je m'étais dit, voilà, je vais pas trop me prendre la tête pour une fois avec ce scénario, je vais le créer, et puis on va faire ça assez vite et on va s'éclater. Et en fait, en cours de la préparation, c'est devenu complètement autre chose. J'arrive pas à faire simple en réalité. C'est devenu une enquête extrêmement velue à faire en 2 sessions, avec un univers à part entière bien tangible en toile de fond qui pourrait presque être le prélude à une campagne. En tout cas, c'est le retour que j'en ai eu. Et ça a été, je vais être honnête, il y a une de mes copines qui me disait il y a pas longtemps que chez les créateurs de contenu JDR, on n'entend pas souvent parler de ce qui est difficile. Ben, je peux vous dire que ça a été une tannée à préparer. C'était mon scénario le plus difficile à préparer, de par le fait que l'enquête était vraiment velue. Je me suis enfoncé dans un truc assez complexe. Ça a été très dur, beaucoup de réflexion justement, à griffonner. Cette fois, je suis un peu sorti du OneNote et de l'ordinateur pour vraiment griffonner. Ça m'arrive de temps en temps, créer des matrices, des choses comme ça. Mais néanmoins, ça a été vraiment un bonheur à faire jouer. Les joueurs ont bien accroché. Moi, je me suis plongé dedans avec grand plaisir. Et à faire jouer, c'était plus, je vais pas dire détente, mais parce qu'il y a beaucoup d'actions en plus, donc moi, je suis très impliqué dedans aussi. Mais vraiment un plaisir à faire jouer. De l'action, de l'univers, plus de profondeur qu'il y paraît aussi, j'en dirai pas plus, mais vraiment un bon succès, et je dirais c'est le scénar qui m'a le plus surpris parmi les scénars que je fais jouer en termes de son impact, de l'impact qu'il a eu sur les joueurs. Autant Comet, j'espérais qu'il ait l'impact qu'il a eu, c'était vraiment intense, autant celui-ci, je ne pensais pas qu'il aurait une telle résonance. Il m'a beaucoup surpris, et j'en suis ravi parce que, encore une fois, je me répète, mais ça a été une tannée à préparer. Enfin, le dernier scénario que j'ai créé et que j'ai fait jouer, je l'ai fait jouer à 2 tables déjà néanmoins, c'est Le Cri du Léviathan. C'est un scénario d'action-horreur en mer, un croisement entre l'Odyssée d'Homère et Moby Dick de Melville, à toute proportion gardée, hein. Je me compare pas à ses œuvres, mais en tout cas en termes d'inspiration, et en ajoutant, je dirais, un vernis horrifique bien âpre. Je pense que ça achève de définir ce qu'est ce scénario-là.
Et ce qui était intéressant pour moi, c'est que les scènes d'action étaient un peu différentes de ce dont j'ai l'habitude de faire. Vous m'entendez souvent en parler sur la chaîne, j'aime que l'action, elle soit rapide en jeu, dans l'histoire, mais également dans la manière de la gérer autour de la table. Il faut que ça dépote, il faut que ça aille vite. Et là, j'ai fait un truc un peu différent, sans vous dire concrètement ce que c'est, mais il y a une scène d'action à un moment qui se déroule très lentement, où on voit chaque étape se définir clairement, un peu comme si on observait, mais en même temps, il se passe quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas de musique qui dynamise la scène, seulement des bruitages, un peu comme si on y était et qu'on était des spectateurs, acteurs de cette action, même s'ils ont vraiment les joueurs ont un impact dans cette scène-là. Mais c'était un peu différent. Et j'ai interrogé après les joueurs pour savoir si ça avait fonctionné. Apparemment, ça a été le cas. J'étais vraiment content. J'ai tenté quelque chose ici. Et puis, il y avait aussi une autre, pareil, je définirais pas trop, mais il y a une autre scène d'action qui m'a été inspirée par un roman qui, elle, dépote beaucoup plus, qui a aussi très bien fonctionné. Pourtant, j'ai une de mes joueuses qui s'attendait, parce qu'on avait discuté de bouquins avant, elle s'attendait à ce que cette scène arrive. Et pour autant, le fait qu'elle s'y attende a amplifié l'impact de la scène pour elle, donc ça n'a pas posé de problème. Bref, scénario qui se passe sur je pense que je l'ai déjà dit, qui se passe sur un bateau, donc il y a une forme de huis clos aussi. Et c'était clairement, non pas mon scénario le plus difficile à préparer, mais mon scénario le plus difficile à faire jouer, très clairement. Déjà parce qu'il y a énormément de personnages, il y a tout un équipage sur le bateau, il faut que j'aille puiser dedans, que je me rappelle quand même des noms, des comportements, des voix. Lorsque les joueurs parlent à beaucoup d'entre eux, il faut après que je me souvienne des bonnes voix. Il y avait, je pense, pratiquement une vingtaine de PNJ quand même. Il faut que je me souvienne des relations qu'ils nouent avec les différents membres d'équipage, que je les utilise pour que ça ait un impact, ces relations, sur des scènes qui peuvent survenir. Beaucoup de choses dont je dois me rappeler, il faut que j'aille puiser. Ce scénario a été construit un peu comme une grosse boîte à outils. Et je vais puiser dedans en fonction de ce qui se passe. Et je dois réagir très vite parce que c'est quand même assez rythmé. Donc, vraiment, mon scénario le plus difficile à me jeter en cours de jeu. Voilà, j'étais assez satisfait cette année. D'ailleurs, c'est l'un des bilans que je tire aussi 2023. D'avoir pu étoffer ce répertoire de one-shot, ça m'a permis de jouer avec plus de gens différents, de jouer plus souvent aussi avec des gens que j'apprécie et qui sont maintenant mes joueurs réguliers sans faire partie de mon groupe de titulaires sur la campagne. J'en nommerai certains plus tard. Et c'était vraiment très plaisant. J'ai pas tout à fait fini. J'ai encore des gens à faire jouer sur ces différents scénarios. Et maintenant, je vais laisser, je pense, les one-shots de côté. Ça demande beaucoup d'efforts. Et je vais me consacrer à autre chose. J'en parlerai un petit peu plus tard. On m'a aussi demandé à quand l'écriture de mon livre de jeu de rôle avec mon univers. Alors, je me suis souvent posé la question. Pardonnez-moi, je rebois un petit coup. Mon univers personnel, mon univers maison, est intrinsèquement lié aux campagnes et aux histoires qui s'y déroulent. Or, ces campagnes et ces histoires sont aussi intimement liées aux personnages joueurs qui sont créés par mes joueurs. Par conséquent, je ne pense pas que l'univers en lui-même, brut, sans ces histoires-là, est quelque chose de particulièrement original. J'assume parfaitement ce fait, j'en ai déjà parlé. Je me suis beaucoup inspiré de l'histoire de France, du Moyen-Âge, même d'autres périodes, j'en ai parlé. J'en parle d'ailleurs sur une table ronde, la création d'univers sur la chaîne du bon MJ, vous pouvez aller voir, je détaille ça. Mais je ne pense pas que ce soit un univers qui, en l'état, sans les histoires qui s'y déroulent, soit pertinent ou particulièrement intéressant pour d'autres maîtres du jeu qui s'en empareraient. Je me suis pourtant posé la question. Les histoires qui s'y déroulent sont plus importantes que l'univers lui-même. Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais proposer. Je pourrais pas proposer non plus les campagnes que j'ai faites jouer parce qu'elles sont tellement personnelles, faites presque sur mesure d'une certaine manière, que bon, je vois pas comment je pourrais proposer quelque chose d'un peu plus généraliste. Je sais pas comment le dire. En revanche, ce qui m'a plus qu'effleuré l'esprit, c'est le fait de proposer un recueil de scénarios, justement avec les scénarios dont je vous parlais précédemment. Là, ça m'intéresserait beaucoup, mais ça demande énormément de temps que je n'ai pas forcément, ou que je n'ai pas forcément envie de prendre pour ça. Mais ça me trotte quand même dans la tête. Ça me demanderait de tous les écrire, parce que là, la manière dont ils sont écrits sur mon OneNote, ils sont pas exploitables, ces scénarios, par d'autres, à part peut-être Section C, que je transmets aux gens qui me demandent parfois.
Il faudrait remettre tout ça en forme. Je ne saurais même pas vraiment par où commencer, comment le commercialiser, entre guillemets, hein, mais c'est vrai que je ne voudrais pas donner un truc comme ça tout à fait gratuitement, parce que vu le temps que ça impliquerait. Et comme il n'y a pas vraiment de cohérence entre ces scénarios-là, il n'y a pas un jeu qui va avec, il n'y a pas une marque, c'est des scénarios complètement... pas désincarnés, mais ils ne s'inscrivent pas dans un univers officiel, donc j'aurais rien pour appâter les gens, si j'ose dire. C'est un peu comme mes actual plays, on y reviendra d'ailleurs. Donc, je voudrais pas que le temps investi là-dedans, finalement, mène à un flop ou pas grand-chose, même si, moi, j'aimerais vraiment pouvoir partager ces scénarios d'une manière différente qu'en les faisant jouer ou via les actual plays. Bon, ça se réfléchit, probablement pas à court terme, mais si un jour je fais quelque chose, ça sera probablement un recueil de scénarios. On m'a aussi demandé de vous parler des moments forts en matière de jeux de rôle sur mon année 2023. Et il y en a eu beaucoup cette année. J'en suis donc très satisfait. Et je vais vous parler de ces moments forts au gré de ce bilan. Je ne vais pas vous parler de tous les moments forts d'un coup. Je vais un petit peu disséminer ça au fil de cette vidéo. Donc on va d'abord rentrer dans des questions un peu plus simples, mais je n'ai pas oublié, je vous parlerai des moments forts lorsque c'est pertinent. Quel jeu de rôle as-tu découvert en 2023 ? Alors, j'en ai découvert particulièrement deux, peut-être un troisième si on veut, je vais les évoquer. Dead Genesis et l'Empire des Cerisiers. Dead Genesis, je l'ai découvert sur une campagne bac à sable, mais assez personnelle pour autant, de Hugo, de la chaîne Le Bon MJ. C'est aussi par ce biais que je suis entré en contact avec lui et que... je vais en reparler. Donc c'était une campagne qui est très marquante à bien des égards. Je me suis éclaté à la jouer. Déjà, j'avais pas l'habitude d'être joueur à ce moment-là. Moi, je jouais pas encore énormément en tant que joueur. Et ça a un peu déclenché tout ça. Cette année, j'ai beaucoup joué en tant que joueur. Et ça a commencé par Dead Genesis. Et donc, cette campagne, déjà, elle correspondait par bien des aspects à ma manière de jouer et même de maîtriser. Ce qui est assez marrant, c'est que Hugo s'est un peu éloigné de ça d'ailleurs avec maintenant Shadow Dark et le bac à sable, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, c'est assez amusant, mais moi c'est ce qui m'a appâté, un côté bac à sable libre mais quand même très axé sur les personnages, assez personnel, et pour autant on pouvait choisir les différentes voies dans lesquelles on pouvait aller. J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Malik, donc dans l'univers de Dead Genesis, un Africain colonialiste, manipulateur. Enfin bref, des personnages comme je les aime. Pour le côté manipulateur, allez pas chercher des trucs. Et donc, en plus, ça m'a permis de rencontrer, entre guillemets, je l'ai pas encore rencontré en vrai, mais Hugo, et de prendre contact. Et ça, c'est maintenant un partenaire de discussion efficace en matière de jeux de rôle. On se parle régulièrement pour débattre, notamment sur mes cafés JDR. Hein, vous pouvez les écouter sur la chaîne. Je pense qu'il y en aura d'autres de prévus. Donc, c'était une bonne rencontre. Et cette campagne des Genesis m'a aussi permis de rencontrer, pour le coup en vrai aussi après, Maître Renard, qui est maintenant un de mes joueurs réguliers, puis j'ai aussi été joueur à sa table, à travers son personnage de Harulo, ce petit enfoiré d'Harulo, un traître comme pas possible, avec une voix doucereuse, une horreur, mais tellement excellent. Et en plus, dans cette campagne, ça s'est terminé, on s'est retrouvés tous les deux, nos deux personnages, à l'épicentre d'une explosion nucléaire. Oui, je dis comme ça hors contexte, c'est très étrange. Mais ça a scellé une collaboration rôlistique, et maintenant on se côtoie régulièrement. Donc c'est pour ça que j'ai un fort souvenir de cette campagne. Et vous voyez, beaucoup plus que de l'univers lui-même. Mais ça va être ma conclusion après. Vous allez voir que moi, les univers, les jeux... En réalité, peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire et les gens avec lesquels je vis ces histoires. L'Empire des Cerisiers, c'est une campagne que j'ai acceptée suite à une proposition de Cortex, qui est assez actif sur mon Discord, mais sur celui du Bon MJ aussi, hein, d'ailleurs particulièrement sur celui-là, et un mec très sympa. Et il m'avait appâté avec le fait il avait fait une proposition écrite. On avait senti qu'il avait mis... vraiment du cœur à l'ouvrage pour proposer cette campagne. Il y avait du travail, et moi j'aime bien ressentir que le MJ est passionné par ce qu'il a fait, qu'il est extrêmement motivé, qu'il a produit du boulot. Ça laisse présager du bon en général sur la campagne. Ça m'inquiète beaucoup quand les MJ disent qu'ils ont 2-3 lignes sur un post-it et qu'ils font cette proposition basée là-dessus. En général, j'accepte pas quand c'est ça la proposition. Pourtant, le Japon médiéval, en tout cas dans l'esprit, n'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Mais là j'ai accepté pour ces raisons. Et
Et c'était assez intéressant à deux égards. Déjà, bon, alors c'était aussi une opportunité de rejouer aux côtés de Maître Renard. Et puis j'ai aussi découvert un nouveau style de meugetage, si j'ose dire. Cortex, il aime bien, comme moi, le drama, tout ce qui est le drame, bien sûr, les personnages. Il y a un côté sérieux dans tout ce qu'il fait, mais dans la manière dont il aborde les choses, il y a un côté aussi détaché. On peut faire des blagues et ce genre de choses. Et je vais vous avouer que c'est en général pas trop ce que j'apprécie. Mais pour autant, je me suis trouvé à prendre grand plaisir à retrouver une fois toutes les 2 ou 3 semaines ce groupe-là. On s'est super bien entendu. C'était un excellent moment, au-delà même des histoires passionnantes qui se déroulaient. Et il y avait vraiment des rebondissements très intéressants. En plus, il avait créé des liens entre nos différents personnages. On jouait à secret ouvert. Donc on voyait qu'il allait se dérouler des trucs de dingue. Donc il y avait une sorte d'anticipation aussi. Plein de choses que j'avais pas l'habitude de faire en réalité. Et puis le groupe était vraiment sympa, donc je vais les nommer, donc Maître Renard, Cortex bien évidemment, Xenorex et Reishin, qui sont des gens que j'ai fini par rencontrer aussi. Et vraiment une excellente ambiance autour de la table. Et encore une fois, bon, l'Empire des Cerisiers lui-même, je sais pas trop ce que je peux en tirer. En plus, pour Dead Genesis et l'Empire des Cerisiers, on ne jouait pas avec les règles officielles des jeux. On jouait avec un système minimaliste dans les deux cas. Donc vraiment... je saurais pas trop quoi vous dire de ces jeux, c'est ceux que j'ai découverts cette année, mais j'ai surtout découvert des gens et des styles de meugetage et des univers bien personnels générés par ces maîtres du jeu. Quel jeu souhaites-tu essayer en 2024 ? Bon, là, je vous ai parlé de ce que j'ai découvert en 2023. Ah oui, si, pardon. J'avais découvert aussi, au cours d'un one-shot, Channel Fear, meugeté par Rosen de la chaîne Jeux de Troll, que je côtoie aussi assez fréquemment. Et même fréquemment. Et là, c'est moins un univers propre, je trouve, parce qu'au cours d'un one-shot, bon, c'est un scénario d'horreur, ma foi, qui était bien sympathique en plus, parce que je jouais avec une table que j'apprécie vraiment en plus. Mais bon, l'univers ne transparaissait pas forcément, voilà, c'était un jeu d'horreur, mais bon, il fallait que je le nomme néanmoins. Parce que j'ai découvert officiellement Channel Fear par ce biais-là, par ce petit one-shot d'un soir bien sympathique. Donc, quel jeu souhaites-tu essayer en 2024 ? Écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Je m'en fiche un petit peu des jeux eux-mêmes. J'ai pas vraiment un souhait d'essayer des jeux en particulier. Moi, je recherche la bonne histoire, le bon groupe. Et ceux qui me connaissent savent qu'en tant que joueur, j'ai du mal à trouver mon compte. Je suis un peu sévère, je reconnais. J'ai du mal à m'amuser en tant que joueur. Je vais pas vous mentir. Et ce que j'aimerais pour 2024, c'est jouer un scénario, plutôt un one-shot, et à la fin me dire « Wow !» j'ai pris une claque. Ça serait vraiment, vraiment top. Je dis pas que j'ai pas pris plaisir cette année, hein. C'est totalement faux. J'ai eu des super moments, je pourrais vous en parler, mais je vais pas trop m'étendre. Mais je crois pas, j'espère que je vexerai personne, mais je pense pas être sorti d'un one-shot en me disant « Waouh, la claque !» Et j'aimerais. Voilà. Donc pour 2024, c'est ce que j'aimerais vivre. Qu'est-ce que tu as fait en rapport avec le jeu de rôle en 2023 que tu referais sans hésiter en 2024 ? Bon, bah là, c'est facile. C'est rencontrer les gens de la communauté jeux de rôle que je côtoie en vrai, comme je l'ai fait à Octogone cette année. C'était hyper sympa. On s'est programmé un restaurant, on s'est tous retrouvés avec certains des joyeux drills. D'ailleurs, certains ne se connaissaient pas en plus. Et vraiment un super moment. On a parlé jeux de rôle, bien évidemment, mais de plein d'autres choses. Vraiment excellent. Je le referai sans hésiter. Je sais déjà que ça se prépare déjà pour 2024. Un grand moment, et d'ailleurs on parlait des temps forts, peut-être que j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'est l'un des temps forts de mon année 2023 en matière de jeux de rôle, plutôt indirectement, c'est le fait de pouvoir rencontrer en chair et en os des gens avec qui j'échange virtuellement. On a beau dire, le côté se voir en vrai, ça ajoute une couche de réel quand même à tout ça, et je trouve ça bien sympathique. D'ailleurs, tant que j'y pense, je fais une petite encartade là, mais sinon je risque d'oublier. Maître Renard, dont je parlais tout à l'heure, est aussi un pâtissier, chocolatier, je sais pas vraiment quel est son terme exact, mais il nous a fait parvenir des boîtes de chocolat. Il a un site, si ça vous intéresse, ils sont excellents, c'est une tuerie absolue, je vous mets le lien en description. Ce n'est pas que moi qui le dis, tout le monde l'a dit. Moi, j'ai offert ces chocolats à des gens que je connais pas forcément, d'ailleurs, la bibliothèque municipale, l'école de mes enfants, tout ça. Ils ont tous dit que c'était une tuerie. Donc, n'hésitez pas. Vraiment excellent. Le seul risque, c'est que vous n'arrêtiez pas d'en manger et que ça se passe un petit peu mal pour votre santé parce que bon, voilà, c'est pas non plus des brocolis, quoi.
Également, ce que je referai en 2024 sans hésiter, c'est partager une partie IRL, donc en présentiel, avec mon groupe principal, dans un contexte particulier. Et ça me mène à un autre temps fort de cette année 2023. C'est la partie que j'ai partagée en présentiel avec mes amis de mon groupe principal. On n'avait jamais joué avec ce groupe en présentiel. Pourtant, on se côtoie maintenant depuis un certain temps. On est tous amis, hein, mais on n'avait jamais joué en présentiel. C'est toujours très difficile. On l'a fait. Et j'ai fait jouer mon scénario Comet, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a une teneur émotionnelle extrêmement forte. Et en plus, on s'était retrouvés pour un événement justement pour je ne veux pas trop en dire, mais bon, le mariage de deux personnes de ce même groupe, justement. Donc, il y avait en plus un contexte particulier. On se retrouvait en tant qu'amis dans un chalet, et il y avait en plus il y avait un télescope dans le chalet. Véridique, on était près de la forêt. Le scénario se passe aussi, s'appelle Comet, et se passe près d'une forêt également. Ça tourne autour d'un groupe d'amis. On a joué ce scénario près d'un âtre. On a fait brûler un feu dans la cheminée. Enfin, c'était vraiment le contexte parfait. Et moi, j'avais fait un test de ce scénario avec un autre groupe secondaire. Enfin, secondaire. C'est pas mon groupe de titulaires, mais c'est un de mes groupes réguliers que j'adore aussi, Maître Renard, Fob et Jenny. Je leur ai fait jouer en distanciel justement pour voir si le scénario tournait. Et ça a été aussi un moment très très fort. On était en webcam et en distanciel, mais vraiment puissant. Le scénario a vraiment marqué en plus. Et là, en présentiel, c'était une dimension encore plus puissante à plein d'égards. Déjà, purement pratique, moi en tant que maître du jeu, ça m'a donné une autre corde à mon arc. J'ai pu occuper l'espace. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué en présentiel. Et je pouvais me lever, je pouvais être debout, je pouvais m'approcher des joueurs, fallait pas le faire en excès, hein, mais de temps en temps, voilà, quand il y a un personnage qui allait leur serrer la main, j'allais vraiment leur serrer la main. Je voulais pas non plus que ça aille trop loin, justement au risque de sortir de l'immersion, hein, quand on en fait trop, ça peut arriver. Mais je pouvais me mettre debout et je m'étais préparé 3 positions possibles. Je pouvais me mettre debout quand vraiment je voulais être dans l'action, être présent, me rapprocher d'eux d'une certaine manière. J'avais un fauteuil pour être plus tranquille, plus en retrait, m'enfoncer dedans quand je voulais justement prendre de la distance, quand ça devenait pourquoi pas trop émotionnel en général. J'insistais pas, je leur donnais de l'espace et je m'asseyais dans ce fauteuil et je discutais comme ça. Et j'avais un peu plus loin un tabouret haut pour m'asseoir dessus, pour ne pas être debout mais pas être complètement assis non plus quand je voulais être à mi-chemin. Et ça ajoutait une autre dimension au fait de me jeter, de maîtriser une partie. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi. Et au-delà de ça, c'est probablement mon scénario le plus générateur d'émotions. Et sincèrement, ça m'était jamais arrivé dans une expérience de jeu de rôle telle que celle-ci. Il y a eu des larmes, y compris chez les gros durs du groupe. C'était vraiment assez intense. Donc d'ailleurs, il fallait parfois que je fasse attention, moi, en tant que MJ, que je garde une certaine distance. Ça, j'arrive bien à le faire. Mais j'ai pu vivre ça quand même. Et ce scénario, il a laissé une forme de marque après. Même moi d'ailleurs c'est venu un peu plus après, j'en ai même rêvé pour vous dire, et on en a reparlé entre nous, ça a laissé vraiment une marque, au point qu'on projette même peut-être dans nos prochaines retrouvailles de faire ça dans la ville dans laquelle se déroule le scénario, en France. Donc c'est vraiment, même symboliquement, on était un groupe d'amis, tout ça a fait quelque chose, ça a joué un rôle dans la cohésion de groupe aussi. Voilà, je vais pas trop m'étendre, mais un des moments très forts de 2023, Comet en présentiel avec mes amis, mon groupe principal. Un truc que je ne veux plus jamais voir à ma table en 2024. Rien de majeur pour être honnête, j'ai pas vécu de choses particulièrement négatives. Pourtant, je vous le dirais si c'était le cas. J'ai bien eu des affinités, puis des manques d'affinités ici et là avec différentes personnes. Mais voilà, rien de majeur. Je sélectionne de toute façon souvent en amont. Mais disons quand même, allez, une chose, ça va me mener à une autre question qu'on m'a posée, les éventuels moments difficiles au niveau jeu de rôle en 2023. Et c'est le fait d'avoir été MJ sur une partie qui a pas tout explosé, quoi, qui était pas terrible. Ça m'arrive pas souvent, non pas de faire un truc pas terrible, mais moi de le ressentir moi-même en tant que MJ pendant que je joue, de vraiment avoir la sensation de ramer. Ça m'arrive rarement. Ça veut pas dire que je peux pas avoir des joueurs qui ont moins aimé que d'autres, hein, c'est pas ça que je dis. Mais moi-même, être dans des conditions où je me dis je rame pendant que je me jette, ça m'arrive pas souvent.
Je pense pas que ça m'était d'ailleurs arrivé à ce point-là. Et donc, c'était avec mon scénario Terminator Tech Noir, dont je vous parlais tout à l'heure, lors d'une des dernières tables, d'ailleurs, à qui je l'ai fait jouer. Et c'est assez amusant parce que ce scénario est celui que j'ai le plus modifié au fil du temps à mesure que je le faisais jouer. Ça marchait très bien, j'avais des retours très positifs, mais moi-même je me rendais compte de certaines longueurs qu'il y avait au niveau des scènes, que j'aurais pu agencer différemment, et je grattais là-dessus, je leur posais des questions, et il y a une des tables particulièrement qui a été très active dans la manière dont on a fait des retours, et ça m'a permis de modifier le scénario et de l'améliorer. Et je pense que ça m'a pris 2 tables pour arriver à la version finale du scénario, qui est pour moi la plus techniquement aboutie, et pourtant c'est en faisant jouer la toute dernière version de ce scénario que ça a pas pris. Et je pense pas que c'était une cause technique, scénaristique. Les joueurs, je les sentais pas accrochés. Je les sentais pas accrochés. Dès les premières minutes, moi je ramais, j'arrivais pas, je voyais qu'ils rentraient pas dans leur personnage, j'arrivais pas moi à les raccrocher, à leur donner cette flamme, cet enthousiasme. J'essayais, mais je trouvais pas les clés pour le faire. Ils se parlaient pas trop entre eux non plus. Dans les scènes d'action, c'est quand même un scénario d'action, j'avais la sensation qu'ils se sentaient enfermés, qu'ils savaient pas quoi faire, alors que d'habitude dans les autres groupes ça venait bien. Et pourtant, c'est des gens dont j'avais l'habitude, si je veux dire. En tout cas, il y avait une de mes joueuses principales, donc Kaku, qui joue mes campagnes, qui joue mes scénarios, qui adhère à mon style pourtant. Donc on aurait dû se dire, on est en terrain conquis, si je veux dire. Et non, ça marchait pas. Il y avait une de ses copines aussi que je côtoie régulièrement, donc j'étais pas avec des étrangers. Il y avait que Jeremy, avec qui j'avais pas encore joué. En tout cas, j'avais pas été son MJ. Jeremy, qui est un mec super sympa, avec qui j'ai aussi des affinités rôlistiques pourtant. Et c'était dommage parce que c'était aussi la première fois qu'il jouait avec moi. Et ça marchait pas. Pourtant, j'ai de nouveau été déjà j'avais joué sous son égide, ça s'était très bien passé, et il a rejoué avec moi en tant que maître du jeu sur 2 scénarios, et ça a été génial. Mais là, non, ça prenait pas. Avec des joueurs de qualité, il y a rien à faire. J'y arrivais pas, et c'était vraiment pas agréable. Je ne trouvais pas, ça m'a semblé extrêmement long. J'ai pas trouvé les clés pour les ramener. J'ai réécouté la partie que j'avais enregistrée à l'écoute. On voyait pas vraiment, on ne percevait pas ce qui n'allait pas à l'écoute, ça se ressentait pas, c'était vraiment dans le moment. Pourtant, il n'y a pas que moi qui l'ai ressenti comme ça, hein, je vais pas vous mentir, chez les joueurs, ça n'a pas accroché non plus des masses. Alors que ce scénario, et je vous dis pas ça pour monter en épingle, mais il y en a d'autres joueurs qui m'en ont reparlé. En Actual Play, c'est un de mes scénarios qui a le plus de commentaires positifs. J'ai même un joueur qui l'a mis dans son top 5 des scénarios qu'il a joué. Et c'est ça qui est assez étrange, et pourtant c'est un de mes moments c'est mon moment le plus difficile en tant que MJ sur 2023. Alors, parmi les raisons, j'ai un peu analysé, Jeremy m'a suggéré que peut-être au début je suis allé tout de suite sur le scénario alors que les gens se connaissaient pas, le groupe s'était jamais constitué, j'ai pas fait de tour de table, personne n'a parlé, s'est présenté, donc les gens ont fait connaissance pendant le jeu. Parfois je trouve que c'est un bon moyen, mais là peut-être qu'il aurait fallu faire une introduction, j'y suis allé vraiment sans échauffement, direct, à froid. Alors peut-être que c'est une des raisons. Peut-être aussi le fait que ma joueuse l'avait déjà vu en Actual Play, écouté en Actual Play il y a longtemps, il y a 2 ans et demi, ce scénario. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est évident, on peut pas jouer un scénario qu'on a déjà écouté. Elle se souvenait pas de tout, et c'est un scénario dont les changements sont surtout au niveau des scènes d'action. Donc même quand on connaît un peu, ça peut se dérouler différemment. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et en réalité, elle m'a dit que ça l'avait contrainte dans le sens où elle hésitait à agir en se disant peut-être que je fais du méta, etc. Donc elle se mettait des barrières. Donc ça l'a pas aidé non plus à accrocher. Et puis bah moi tout simplement, j'ai pas su pendant le jeu, sans avoir toutes les réponses maintenant, allumer cette flamme. Voilà, un moment difficile. Pour autant, ce scénario restera dans mon répertoire et je continuerai de le faire jouer. D'ailleurs, je dois encore le faire prochainement en janvier avec une certaine table. Ils se reconnaîtront. Allez, un dernier truc dans les moments difficiles, j'en ai pas un en particulier, mais c'est vrai que je le disais tout à l'heure, je suis un joueur assez difficile à satisfaire, dans le sens où c'est un fait, et j'avoue que quand je fais des retours à la fin des scénarios, comme je n'arrive pas à mentir non plus, puis je trouve que c'est pas spécialement bien, je dis comment je l'ai ressenti, je fais un débrief, je dis aussi ce qui a été positif, hein, et je suis sincère aussi là-dessus. Mais j'avoue que ça me fait pas plaisir parfois de faire des retours qui sont pas à sens unique, hyper pour moi. Donc je précise que c'est difficile pour moi de m'amuser en tant que joueur. Donc c'est pas des instants difficiles,
mais ils peuvent l'être pour les MJ. En face, j'en ai parfaitement conscience, et ça me fait pas forcément plaisir de faire ce genre de retour. Pour autant, j'arrive pas à ne rien dire non plus. Alors je sais pas, donnez-moi des solutions peut-être là-dessus. Voilà, c'est pour ça que je préférais un jour au sortir d'un scénario dire waouh, j'ai pris une claque, c'était génial. Le jour où je peux faire un retour comme ça, sincèrement, ça me fera grand plaisir. Quelle est l'évolution la plus importante dans ta façon de jouer en 2023 ou ce qui a été confirmé? La personne sait que parfois je change pas d'avis. Alors, pour le coup, c'est assez paradoxal parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais plus vraiment avoir de gros revirements. J'ai quand même quelque chose à vous partager. Mais au fil des années, j'ai eu des revirements, j'ai eu des changements, j'ai beaucoup fait d'auto-analyse et ça fait partie de ma méthode. Je suis sévère avec les autres, mais je suis sévère également avec moi-même. Et j'ai beaucoup évolué d'ailleurs ces dernières années. Et puis même pendant 25 ans, à être MJ, forcément j'évolue. Mais maintenant, quand on arrive à une forme de niveau de maturation dans ce qu'on fait, c'est même pas une question de qualité. Hein. Quand on a atteint, vraiment on pense avoir atteint ce qu'on aime jouer, ce qu'on aime faire jouer. Après, la marge d'évolution, elle devient plus fine, forcément. Donc je vais plus évoluer drastiquement maintenant, c'est peut-être par des détails. Allez, je dirais deux choses. Une chose qui a été confirmée et qui était une évolution plutôt de 2022, mais qui a été confirmée là, c'est en campagne, faire en sorte que les grands moments de décision, de débat entre les joueurs se fassent entre les parties, pour que je puisse préparer mes séances en fonction de ce qu'ils me disent, pour qu'on attaque directement dans l'action au sens large du terme. Et ça a fait gagner énormément de temps. Le rythme est beaucoup plus fort. On est tout de suite, tout est plus qualitatif, leurs interactions, eux, ils sont plus à l'aise, moi également parce que je suis préparé. Et pour autant, ça veut dire que je rebondis sur ce qu'ils ont décidé en amont entre les parties. Ça a été complètement confirmé. C'est vraiment génial. Je ne changerai plus d'avis là-dessus, à mon avis. Et puis, le plus grand changement, c'est l'adoption d'un système de jeu minimaliste, vraiment qui prend pas de place du tout, qui est très simple, qui repose sur l'arbitrage essentiellement. Mon système maison qui s'appelle Décimation, qui n'est pas particulièrement original. Hein. Les systèmes minimalistes se ressemblent beaucoup. Vous pouvez le trouver sur mon Discord, sur le salon Règles et Systèmes Maison, quelque chose comme ça. Il est disponible gratuitement. Il fait 2 pages. N'hésitez pas. Et c'est assez amusant parce que j'ai passé plusieurs années à personnaliser le système parfait. Pas un système minimaliste. Donc Seigneur et Brigand, c'est l'aboutissement. Vous pouvez aussi le trouver sur mon Discord ou sur la plateforme Drive-Thru RPG. J'ai beaucoup travaillé dessus. Sur mes 2 dernières campagnes, Les Enfants du Fleuve, Au Nom des Pères, je n'ai fait que travailler sur ce système Seigneur et Brigand. Je l'ai rédigé, je l'ai mis à disposition de tout le monde. Donc j'ai passé des heures dessus. Et la conclusion, c'est que sur le dernier tiers ou le dernier quart de la campagne, je l'ai complètement écarté et j'ai créé Décimation. Parce que même mon système Seigneur et Brigand, dont je pensais qu'il était rapide, fluide, réaliste aussi, je le pense toujours, il était encore pas assez léger. Et laissez pas encore assez place à l'arbitrage, ce qui est moi ce que je préfère. Donc, tout simplement, c'est mon plus grand changement et c'est l'adoption de ce système minimaliste qui a donné lieu aux meilleures scènes d'action maintenant que j'ai pu produire, que j'ai pu proposer. Je ne reviendrai pas en arrière à mon avis. C'est le plus grand changement de 2023 pour moi dans ma manière de jouer, l'adoption du système minimaliste. Et ça me mène à une autre question qu'on m'a posée, et vous allez voir que ça peut être lié en partie. Quelle est ma meilleure scène de jeu de rôle en 2023 ? Ça a été très dur de choisir. Je vais vous en donner 2. Je vais essayer de pas trop détailler parce que je vais pas tout vous raconter. La meilleure scène, la première que j'ai en tête, c'est la bataille d'Enrlade. C'est la dernière session de ma campagne Au Nom des Pères. Attention, spoiler, hein. Spoiler à mort. Si vous regardez mon actuel play sur les stats Contes et Légendes, lien en description, peut-être n'écoutez pas, sinon n'hésitez pas à écouter. La bataille d'Enrlade, c'est la dernière bataille de la campagne, la dernière séance. C'était juste incroyable, pour plusieurs raisons, et je vais aller vite là-dessus. D'abord parce que c'est l'aboutissement dans la pratique, justement, de l'adoption d'un système minimaliste. Je n'aurais jamais pu maîtriser une scène d'action comme ça d'anthologie avec un système non minimaliste. Clairement, et même les joueurs sont d'accord, en termes d'action, de rythme, ça dépotait du feu de Dieu. Donc ça a scellé l'adoption pour moi du système minimaliste. En plus, c'était un concentré d'émotions, de rebondissements au sein du chaos d'un combat. Donc il se passait plein d'actions et en même temps, il y avait des arcs narratifs qui s'achevaient ici et là. Chaque joueur avait
ses éléments personnels, avait son rôle à jouer dans la bataille, en marge de la bataille, au cœur de la bataille. Bon, n'hésitez pas à aller voir, c'est l'avant-dernière vidéo de mon actuel play Au nom des pères. Si vous voulez écouter ça, même si vous n'avez pas écouté toute la campagne, c'est pas grave, pour vous rendre compte de ce dont je parle. Donc n'hésitez pas. Et cette scène a aussi brillé parce que elle est précédée justement par un prélude, par une première scène qui est extrêmement intense en termes d'émotion, vraiment puissante, et donc ça sert d'introduction pour lancer ce combat, cette bataille, et c'est tout aussi important que la scène de bataille elle-même. Et puis la conclusion, pleine d'émotions, c'est un truc de fou. Je vais vous faire un énorme spoiler. Je pourrais pas vous donner tous les détails, donc vous pourrez pas le ressentir aussi bien que moi, mais il y a un grand antagoniste, un guerrier puissant, il y a un combat et tout ça, et à un moment il tombe, il est vaincu, mais il n'est pas encore mort. Et je pensais qu'il allait avoir une discussion, que j'allais pouvoir faire une révélation, parce qu'en réalité il est le frère d'un des joueurs. Ça tombe pas du tout comme un cheveu sur la soupe, hein, mais le joueur le savait pas à ce moment-là. Et en fait le joueur me dit non, je le laisse pas parler, je lui coupe la tête. Ça m'a pris énormément au dépourvu, donc c'est aussi pour ça que je me souviens de cette scène. J'ai été pris au dépourvu, vraiment, j'ai failli faire l'erreur de « Attends, tu peux me laisser Je le dis dans l'actuel play, tu peux me laisser juste 2 secondes. Puis en fait, je me suis repris, je dis « Attends, qu'est-ce que t'es en train de faire? La pire erreur de MJ possible. » Je lui dis « Ok, tu lui coupes la tête. » Et comme c'est un guerrier un peu spécial, modifié par l'alchimie, je lui dis « T'arrives pas à lui couper la tête tout de suite, il se met à grogner et tout ça, à hurler. Qu'est-ce que tu fais ?» Je continue. Et je le frappe autant de fois qu'il le faudra. Et je décris le nombre de fois qu'il lui faut pour lui couper la tête. Et là, un médaillon tombe et il reconnaît ce médaillon, c'est son médaillon familial. Et là, il comprend qu'en fait, son frère n'était pas mort et qu'il vient de le tuer. Un truc de dingue après l'intensité du combat. Ça a donné quelque chose de surprenant pour moi et de vraiment intense. Vraiment une scène d'anthologie pour moi et pour le groupe, je pense aussi. Et une autre scène, la scène du Salon Écarlate, comme je l'appelle, ça précède de quelques séances, celle que je viens de vous décrire. C'est une autre dynamique. Les joueurs se retrouvent dans un salon au palais, face, pour la première fois tous ensemble, à l'antagoniste principal de la campagne. En tout cas, celui qui était défini comme l'antagoniste au début par la proposition. Ça voulait pas dire que c'était scellé dans le marbre, mais bon, je ne peux vous le décrire que comme ça. Et c'est une scène où ils échangent avec lui. C'est du roleplay, c'est de la discussion, c'est des petites phrases. Tout le monde participe. Et lui, il essaie de leur retourner un petit peu le cerveau d'une certaine manière. J'ai appelé cet épisode le chant des sirènes, d'ailleurs. Et en fait, c'est du roleplay, c'est du drame, c'est que de la discussion, mais c'est extrêmement intense. Il y a une tension de fou et tout le monde participe. Les joueurs ont joué un rôle très important dans cette scène. Donc, c'est aussi dans ma mémoire, bien évidemment, grâce à cela. Quel a été ton meilleur PNJ de l'année 2023 ? Eh bien, j'en ai 2 et ils sont liés aux 2 scènes dont je viens de vous parler. Donc, je vais essayer de le résumer rapidement. L'archevêque Bénédicte de Pierre-Lune, qui est donc l'antagoniste de la scène du Salon Écarlate. Pourquoi c'est mon préféré? Mais je pense que c'est mon préféré pas que de 2023, hein. On va être honnête, c'est un personnage récurrent dans mes campagnes que les joueurs, surtout mes plus anciens, ont côtoyé de nombreuses fois dans d'autres campagnes, dans d'autres contextes, tantôt comme antagoniste, tantôt comme personne, comme employeur, avec d'autres personnages, hein. Et il revient souvent. Et pourquoi c'est probablement mon personnage préféré? Parce qu'il n'est pas en scénarium du tout. Il est le personnage le plus important que j'ai le plus exposé aux joueurs. Il n'est pas particulièrement résistant, c'est pas un guerrier. Il a souvent été à portée. Et si mes joueurs m'avaient dit, pour X ou Y raison, je le poignarde, il n'y aurait même pas eu de jet de dés, il serait mort. Je suis prêt à le tuer depuis le début de son existence. Pourtant, je l'adore depuis le début. Il est un peu inspiré de César Borgia. Et en fait, à chaque fois, les joueurs... C'est ça la puissance de ce personnage, décide soit de s'allier avec lui, soit de ne pas le tuer, soit parce qu'il y aurait des implications néfastes. Et c'est ça la puissance de ce personnage. Il a du pouvoir, il a de l'influence, il a des bonnes raisons. Parfois, il a raison tout court. Il n'est pas un pur méchant, le mal pour le mal. Parfois, il peut avoir raison. Il veut garder l'ordre. Il est prêt à tout pour le faire. Mais parfois, le fait qu'il est un peu un mal nécessaire, d'une certaine manière. Voilà, il est un peu ce personnage, je ne sais pas si on peut dire tyrannique, mais d'une certaine manière dictatorial, mais si on l'enlève, potentiellement c'est le chaos et c'est pire. Donc les joueurs décident finalement toujours de ne pas le tuer et c'est pour ça que je l'apprécie. En plus, c'est un personnage qui est très intelligent, qui a du pouvoir, il n'est pas dangereux par sa puissance physique et donc j'aime beaucoup ça. Et là, encore une fois, un spoiler, mais dans
Au nom des pairs, c'était la campagne dans laquelle ils pouvaient vraiment le faire tomber. C'était ça l'objectif de départ, la proposition. Et finalement, ils se sont plus ou moins alliés avec lui en faisant un marché avec lui et en trahissant peu ou prou l'employeur de départ. Enfin bref, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est assez incroyable et ce personnage-là, je l'adore évidemment. Le deuxième, c'est Deucalion, c'est le guerrier qui tombe dans la bataille d'Orlade, un chevalier noir, je l'appelle le chevalier obscur parce qu'elle est liée à une sorte d'hérésie qui s'appelle Obscura. Et c'est un genre de guerrier philosophe, c'est ça que j'aime bien, c'est une brute mais pas que. Et il y a eu énormément dans cette campagne de discussions, d'échanges avec lui. C'était compliqué pour moi parce qu'il a une voix qui est cassée, littéralement ses cordes vocales ont brûlé. Donc pour moi c'était une tuerie pour faire ce roleplay. Mais il y avait des discussions, toutes proportions gardées, mais pratiquement philosophiques entre lui et certains personnages joueurs. Et ses motivations sont pures, mais il est radical. Et c'est ça qu'il a suscité beaucoup de compassion, ce personnage, en tout cas chez certains. Et pour autant, il est extrêmement dangereux. Il a un vécu. Puis en plus, bien évidemment, c'était le frère d'un des personnages joueurs. Il l'ignorait. Sur qui des expériences alchimiques ont été menées. Enfin bref, donc il a beaucoup souffert. C'est presque une créature maintenant, un genre de... Mes inspirations pour ce personnage, c'est le monstre de Frankenstein et du film V pour Vendetta. Vous voyez, si vous voulez, vous voyez un peu la dynamique. Le guerrier philosophe, en plus il s'appelle Deucalion. Deucalion dans la mythologie grecque, c'est le fils de Prométhée. Or là, dans l'histoire, il a été modifié alchimiquement par le personnage, le PNJ dans cet univers, qui est le seul à pouvoir maîtriser une énergie qui s'appelle la radiance. Et dans la mythologie grecque, Prométhée donne le feu aux hommes, etc. Donc je l'ai appelé Deucalion pour ça. Et Deucalion survit au déluge. Et comme là, dans l'histoire, c'est lui qui est radical et qui attaque d'une certaine manière, il est le déluge. Enfin bref, il y a plein de symboliques qui font que j'adore ce personnage non-joueur. On m'a aussi demandé pour le meilleur PJ de 2023, le personnage joueur. J'aime pas trop classer mes personnages joueurs et en plus, je pense que sans faire de démagogie, j'aime tous les personnages de mes joueurs. Ils ont tous eu un rôle, surtout si on parle de la campagne. J'ai fait en sorte que la campagne ait des implications personnelles pour chacun d'entre eux. Donc il n'y en a pas un qui est moins important que les autres. Ils ont tous eu leur moment important, ils ont tous eu leur implication personnelle et viscérale dans la campagne, dans l'intrigue. Donc il n'y en a pas un que je préfère, mais si on me donne d'autres critères, symboliquement, je pense que je vais parler de Mylsandre, le personnage de Kaku, pour plusieurs raisons qui n'ont rien à voir avec le fait que je préfère ce personnage à un autre. Mais son personnage, elle le traîne d'une certaine manière depuis la campagne précédente, lorsqu'elle a intégré notre groupe. En fait, elle a intégré notre groupe via ce personnage. Donc symboliquement, maintenant, en plus, comme c'est une amie et une membre à part entière du groupe, il y a quelque chose. Donc elle l'a traîné de la campagne des Enfants du Fleuve jusqu'au Nom des Pères. Maintenant, son arc narratif est terminé. Et c'est via ce personnage qu'elle a adhéré au style de jeu de notre groupe. Donc forcément, il y a une symbolique. Ça sera un peu son premier personnage avec nous. Puis en plus, son personnage a créé tellement de drames, de trucs de dingue. Forcément, il y a un petit quelque chose. Mais voilà, en dehors de ces critères-là, sans faire de démagogie, j'apprécie absolument tous les personnages de mes joueurs, sans exception. Et donc, bon, je vais plus m'étendre, j'en ai parlé beaucoup. L'un des temps forts, mais un temps long de 2023 pour moi, c'est ma campagne au Nom des Pères. Ça a été une grosse campagne à construire, c'était vraiment un monolithe. Je pense que techniquement, c'est ma campagne la plus difficile. Elle est extrêmement dense. C'est pas parce qu'elle est plus technique qu'elle est meilleure, hein, d'ailleurs, hein, je le précise. Hein, on n'est pas obligé de faire des trucs ultra complexes pour que ce soit génial, je tiens à le préciser. Mais il se trouve que c'est une des plus complexes que j'ai construites. C'est plein d'intrigues à tiroirs, de liens, de choses à découvrir. Et c'était extrêmement dense. Et ça restera un des temps forts de 2023. C'est avec mon groupe. Cette campagne va faire écho encore longtemps et probablement fera écho dans la prochaine campagne qui chronologiquement suivra celle-ci dans mon univers maison. Quelles attentes avais-tu par rapport à une campagne qui se sont réalisées ou ont pris un tout autre tournant ? Eh bien, prenons au Nom des Pères, hein, c'était ma campagne. Les attentes réalisées, je voulais qu'il y ait quand même des choix cornéliens et la possibilité que les joueurs changent d'avis et puissent avoir des raisons finalement d'aller du côté de l'antagoniste. Je voulais qu'ils soient tiraillés à un moment et qu'il y ait des tiraillements à différents endroits.
Donc j'ai fait en sorte de créer des situations pour que cela puisse se produire, et ça s'est produit. Après, là où les joueurs vont, ça je peux pas le prévoir, mais les tiraillements ont bel et bien existé. Donc là, j'étais très satisfait. Les tournants surprenants, il y en a eu énormément. J'ai été très surpris par le fait que tous mes joueurs, et oui, tous, contrairement à ce que certains peuvent dire, ont accéléré les différentes horloges, les différents événements, les différentes factions. Tout est allé beaucoup plus vite que prévu, pas forcément en termes de nombre de sessions, mais en termes des réactions des factions, parce que beaucoup de mes joueurs ont révélé des choses aux membres de différentes factions. Et donc, forcément, ces factions-là ensuite prenaient, ces personnages, ces PNJ prenaient des décisions en fonction de ça, et ça a accéléré les choses vraiment comme je ne l'avais jamais imaginé. Et pour vous montrer l'une des conséquences que ça a eu, je n'avais jamais imaginé que la campagne se terminerait sur une bataille aussi intense dans un village complètement secondaire qui était là pour un effet de style, donc je vous passe les détails au départ. Je n'avais jamais anticipé ça, et c'est dû à la combinaison des différentes choses qu'ont mis les joueurs en mouvement en dévoilant des informations à des gens dont je ne penserais jamais qu'ils leur dévoileraient quoi que ce soit. C'était très surprenant. Je vous avoue qu'au départ, j'avais plutôt imaginé une fin ou un genre de fin dans la ville, façon 1793, la terreur avec la guillotine et pourquoi pas l'antagoniste principal qui marche et qui se fait couper la tête. Enfin, c'était une vision que j'avais pu avoir. Rien à voir. Donc, bon, ça, c'était vraiment intéressant. Ta scène de torture préférée de 2023. Encore une scène de Au nom des pères. Vous allez voir pourquoi je la considère comme une scène de torture. C'est une scène de combat entre Mylsandre et, d'une certaine manière, son alter ego, son ami qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, son ami qui a payé un peu à sa place quelque chose et qui est devenu maléfique. Bon, c'est très réducteur, mais peu importe, à sa place. Et donc, elles s'aiment et se haïssent en même temps. Et il y a eu un combat viscéral extrêmement intense. Et suite à ça, dans cette même scène, et la torture arrive à ce moment-là, il y a un autre personnage joueur qui est intervenu. Et Mylsandre était gravement blessée, elle se vidait de son sang, mais il y avait aussi un autre personnage gravement blessé qui se vidait de son sang. C'était la petite amie du personnage qui venait d'arriver dans la pièce. C'était un massacre. Et il a dû choisir, c'est les dés qui ont décidé en plus que cette situation arrive, se produise comme ça. Et il a dû décider qui il allait sauver. Alors certains seront contre ce qui s'est passé parce que c'était un tiraillement entre une décision roleplay de sauver sa petite amie et une décision hors roleplay de sauver la joueuse, fondamentalement avec qui il avait moins de liens que le PNJ, son personnage. Certains pourraient être contre ça. D'habitude, je le suis plutôt aussi. Mais ce tiraillement a été une véritable torture pour le joueur. D'ailleurs, je lui ai donné plus de temps que je n'en laisse normalement pour décider. De longues secondes, on l'entend dans l'actual play. Et ça a été vraiment une torture. Et finalement, il a fait le choix un peu méta de choisir la joueuse. Mais ça a donné lieu après à des scènes vraiment viscéralement puissantes. Et c'était une torture, et c'est probablement la scène de torture que j'ai préférée en 2023. Ton pire ou meilleur échec critique en 2023, rien pour moi, j'en ai pas en tête. Je n'ai pas vraiment, en tant que joueur, fait d'échecs critiques dont je me souvienne particulièrement. Mais les échecs critiques consécutifs d'un de mes joueurs sur un one-shot tout dernièrement, les échecs critiques consécutifs de Maître Renard sur le scénario Le Cri du Léviathan. Ce qui me mène à la question, quel personnage as-tu préféré massacrer en 2023 ? C'est bien Maître Renard. Ça a surpris tout le monde, y compris moi. Je vous dirai pas comment, mais il a enchaîné des échecs critiques, plusieurs. Je lui ai laissé quand même une chance. Je crois que 3 échecs et 2 échecs critiques en une fois. Enfin, une catastrophe absolue. Et ça a donné la mort la plus sale que j'ai jamais donnée à un personnage joueur de toute ma carrière de maître du jeu. Tout le monde a... Voilà, c'était vraiment âpre pour le coup. Et ça a surpris tout le monde. Et d'un autre côté... Si je ne l'avais pas fait, pour le coup, on parlait souvent avec le mot MJ de filet de sécurité. Ça me faisait un peu rigoler d'ailleurs quand on disait qu'il y avait un filet de sécurité pour mes joueurs. Là, en l'occurrence, je me serais décrédibilisé en tant que MJ si je l'avais sauvé là, suite à tous ces échecs critiques. Et ça a donné vraiment une scène géniale, mais vraiment, vraiment sale. À combien de jeux de rôle à distance as-tu participé sans porter de pantalon ? Vous voudriez bien le savoir, hein. Vous ne le saurez pas. Un certain nombre. Combien de gitanes maïs as-tu fumé pour avoir une voix plus rauque ? Alors c'est pas des gitanes, ça s'appelle le micro Samson Q9U.
que j'ai acheté. Et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai changé de micro. Le voici, j'en suis très satisfait. Alors je sais pas si ça rend ma voix plus rauque, en tout cas mon timbre de voix naturel est mieux rendu via ce micro que sur l'ancien qui était un micro casque évidemment. La chaîne YouTube que tu as préféré suivre en 2023, j'en suis très peu, mais je dirais celle du bon MJ et celle de Zoran de la chaîne La Table des Coups Cryptiques, qui est moins, il produit moins que le bon MJ, mais il y a des longues analyses un peu comme moi je l'ai fait et parfois il m'a donné des bonnes idées, il m'a inspiré, vraiment une bonne chaîne. Bon, et puis le bon MJ, je le côtoie régulièrement et je suis sa chaîne assidûment. De combien de mots as-tu recréé une définition qui t'arrangeait au gré des vidéos? Ça c'est très marrant, je pourrais ne pas répondre parce que c'est très drôle, mais ça me suscite une réponse un peu sérieuse. Rien, j'ai l'impression que c'est l'inverse. En fait, moi je m'en tiens à des définitions telles qu'elles étaient, je pense au bac à sable et au dirigisme telles qu'elles étaient peut-être il y a 10-15 ans. Certains pourraient le contester, hein. Et j'ai l'impression au contraire que ce sont les autres personnes qui élargissent la définition de ces mots-là, et probablement d'autres également, si bien que les définitions sont parfois tellement élargies que ça veut plus dire grand-chose, et donc on a du mal à discuter et à s'accorder parce qu'on n'a plus la même définition sémantique. Je vous donne un exemple. Pour moi, le dirigisme, c'est quand un maître du jeu a tellement une idée claire en tête de ce qu'il veut en termes de déroulement de l'histoire qu'il va empêcher les joueurs d'avoir un impact dans leur choix, et ça va vraiment se voir, et donc les choix des joueurs n'ont plus d'impact, tout simplement. Mais c'est quand même assez spécifique. Et maintenant, j'ai l'impression que le dirigisme, c'est toute intervention du maître du jeu, un événement, un personnage, un monstre qui déboule, qui va potentiellement influencer les décisions des joueurs, sous prétexte que le MJ génère quelque chose qui peut influencer les joueurs, forcément, puisque ça intervient, c'est une forme de dirigisme. Et le bac à sable serait, à l'inverse, le jeu de rôle dans son entier, et après, c'est qu'un ensemble de contraintes. Je veux pas relancer de débat, je sens qu'il y a Hugo, le bon MJ, qui est en train là de se lever, on en a déjà beaucoup discuté, mais voilà, c'est un peu l'impression que j'ai, que les définitions s'élargissent parfois. Après, je suis pas... je ne m'exclus pas non plus de certaines tendances de ce type non plus. Quelle œuvre t'a le plus inspiré en 2023, tous médias confondus? Alors j'ai tellement de sources d'inspiration, notamment pour mes one-shots, paradoxalement moins pour les campagnes, en tout cas moins consciemment, que c'est très difficile d'en nommer une en particulier. Et je fais souvent des associations d'inspiration, mais je vais en citer quelques-unes sans expliquer en quoi elles m'ont aidé. Pour pas spoiler, notamment, je vais en citer donc quelques-unes. Le roman 93 de Victor Hugo, qui est une pure merveille, c'est un de mes romans préférés. Ça m'a inspiré notamment une scène d'action d'anthologie qui est une des meilleures scènes d'action de la littérature, en tout cas de ce que j'ai lu, hein. J'ai pas la prétention d'avoir tout lu non plus, hein, qu'on s'entende très clairement. Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Victor Hugo. Je m'en suis surtout inspiré en réalité en 2022, lorsque j'ai créé ma ville principale, Carnandras, la ville où se passe la majorité de ma campagne au nom des pères. Et dans Notre-Dame, Notre-Dame et la ville de Paris sont des personnages à part entière du roman, et je voulais vraiment faire ça avec Carnandras, ma ville. Donc je m'en suis inspiré, bien évidemment, comme d'habitude, toute proportion gardée, hein, je ne me compare pas à Victor Hugo, mais j'essaie de m'inspirer de certaines choses qu'ils font très bien. Et là, c'était Victor Hugo, donc forcément, c'est très bien fait. Un film australien apocalyptique qui s'appelle These Final Hours, les dernières heures. Je sais pas vraiment si c'est la traduction, moi je l'ai vu en VO, donc je sais pas. Je spoil rien en parlant de ce film d'ailleurs parce qu'il m'a inspiré plutôt sur son ton, sa tonalité. La musique est absolument somptueuse d'ailleurs. Ça va être l'apocalypse, les gens le savent, un astéroïde arrive et va tout détruire. Il est énorme, donc c'est foutu. Et c'est une sorte de voyage initiatique du personnage principal qui est assez égoïste au départ. Comme beaucoup, il veut aller faire la fête et s'éclater avant la mort ultime de tout le monde. Et puis en cours de route, il rencontre cette petite gamine et il la protège. Et bon, c'est vraiment un superbe film, pas très connu, et qui gagnerait à l'être. These Final Hours, je vous invite à le visionner. De manière générale, la musique synthwave, paradoxalement, donc c'est une musique très années 80, rétro-futur, mais c'est assez récent comme style de musique. Mais justement, c'est un style qui associe un peu anticipation et nostalgie. Et ça m'a beaucoup inspiré, notamment pour Soleil Rose, et j'aime bien le canon esthétique associé à cette musique également. Tapez un synthwave, les néons roses, tout ça, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Le roman Moby Dick de Melville et l'Odyssée d'Homère, pour évidemment le cri du Léviathan. Moby Dick, c'est pas tant que ça m'a inspiré, alors un peu quand même, le postulat est un peu similaire au départ, mais je l'ai surtout lu, parce que je ne l'avais pas lu,
pour voir un petit peu comment ça se passait, la chasse à la baleine. À la base, c'était écrit comme un documentaire au départ sur la chasse à la baleine avant de devenir un roman. Et je voulais un peu m'imprégner du langage maritime pour pouvoir le réutiliser. Donc c'est pas vraiment une source d'inspiration au sens strict, et j'ai voulu gagner de la connaissance en le lisant. L'histoire de France avec un grand H, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, je m'en inspire énormément, notamment pour mon univers de campagne et les différents enjeux, les différentes factions, je m'inspire de ce qui a pu exister dans l'histoire de France. Le jeu vidéo Life is Strange, pour son ambiance, le côté un petit peu adolescent derrière le drame, tout ça, je m'en suis beaucoup inspiré. Et Maupassant, alors Maupassant, sans vous citer l'œuvre qui m'a vraiment inspiré, mais c'est un de mes auteurs préférés, j'adore Maupassant. Je vous dirai donc pas quelle œuvre en particulier, mais je vous dirai ce que j'aime chez Maupassant, et j'essaie de m'en inspirer dans ma manière de narrer les choses en tant que maître du jeu. C'est sa capacité, en quelques phrases, en quelques mots, à vous faire ressentir par les 5 sens une scène, et à vous la dépeindre. En quelques mots, c'est magnifiquement écrit, et vous savez ce qui se passe, vous voyez la scène, vous la ressentez en quelques mots. Là où Victor Hugo peut faire des descriptions vraiment à rallonge, ceux qui ont lu Les Misérables, vous connaissez la description de 50 pages du couvent qui est quand même vraiment, vraiment difficile. Maupassant, lui, c'est en quelques mots, c'est fantastique, et je pense qu'il peut servir au maître du jeu pour savoir, pour décrire, mais pas trop. Et en quelques mots, savoir infuser et susciter l'imaginaire des joueurs. L'ascension de ta chaîne, faut que j'en parle. Bon, l'ascension, je ne sais pas si le mot est approprié, mais effectivement, il y a eu une progression. Alors, je voudrais l'aborder sous 2 angles, effectivement, de manière chiffrée. En début d'année 2023, j'étais à 200 abonnés et je m'étais fixé comme objectif minimum 400, et j'aurais été très content avec ça. Et 600 abonnés sur un résultat, entre guillemets, exceptionnel. J'ai parfaitement conscience que le jeu de rôle, c'est une niche, et ma chaîne est un peu une niche dans une niche. Dans la manière dont j'aborde les vidéos, de très longs développements, etc., c'est pas pour tout le monde, donc j'ai essayé d'être modeste sur mes objectifs chiffrés, qui ne sont d'ailleurs pas le principal, mais je vais y revenir. Et il se trouve que je termine l'année avec 680 abonnés, donc je suis extrêmement content. Je vous remercie d'ailleurs pour votre suivi, pour les commentaires que vous laissez sur les vidéos, ça crée de la discussion. Le Discord commence à vivre un peu plus qu'avant, notamment par vos initiatives. Vous proposez votre propre contenu. Je sais qu'il y a Jeremy qui propose ses règles maison, tout ça. Moi, j'ai pas trop le temps de l'animer au sens strict du terme, même si je suis présent quand même. Et donc, voilà, il y a une belle progression. Je suis très content. J'espère qu'on atteindra les 1000 abonnés en 2024. Donc voilà, effectivement, il y a eu une progression là-dessus. Merci à tous pour votre assiduité et l'intérêt que vous portez à la chaîne. Et votre participation, évidemment. Maintenant, pour moi, l'objectif de cette chaîne, il est atteint. Ça a toujours été de discuter, d'échanger. La chaîne a toujours été un prétexte pour que je puisse, entre guillemets, rencontrer des gens et parler jeux de rôle, parler de ma passion. D'où le fait que les cafés JDR étaient ce par quoi j'ai commencé la chaîne, et ça continue. Depuis la création de la chaîne, j'ai rencontré plein de gens virtuellement ou en réel. J'ai même de nouveaux amis grâce à cette chaîne, en réalité. Je pense à Kaku, Jenny, Fob, Poulpi, Maître Renard, d'autres. J'espère ne pas en oublier, mais je vais assez vite. Mais en tout cas, vraiment des gens qui sont des amis. Des gens qui sont des partenaires de jeu, des copains, enfin bref. Toute une communauté, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans la chaîne, et ça, l'objectif, il est atteint. Donc à la limite, je pourrais presque m'arrêter là, mais c'est toujours intéressant de continuer à discuter. On partage quelque chose, si on se retrouve autour de la chaîne et autour de discussions et des différents Discords, il y a bien sûr pas que moi, évidemment, mais garder c'est comme une table en fait, la chaîne, une table, et on s'assoit autour de la table, et parfois on va autour d'une autre table, et donc elle sert à ça. Rien qu'en vivant, elle permet d'entretenir ces différents types de relations. Plus récemment, je parle de plus en plus à Jeremy, avec qui je joue, et j'ai joué aussi avec un de ses amis. Enfin, ça étend un peu et on discute avec différentes personnes. C'est super intéressant. Donc pour moi, l'objectif de la chaîne, il est atteint, il était là, et maintenant ça va être de l'entretien de ce système-là. Et donc, oui, ça m'a permis aussi de rencontrer les gens à Octogone, comme je le disais tout à l'heure. Je vais vous donner quelques noms: Cortex, Reishin, Xenorex, Jarexon, d'autres que j'ai nommés précédemment, ils y étaient aussi. Enfin bref. Vous reconnaîtrez. Ma vidéo qui a le plus fonctionné est celle dont j'aurais voulu qu'elle fonctionne, mais qui n'a pas fonctionné. Les enquêtes, la vidéo sur les enquêtes, c'est ma meilleure vidéo en termes de vues, en termes de succès chiffré.
Et c'est tant mieux parce que c'est celle sur laquelle j'ai passé le plus de temps. Je voulais vraiment qu'elle fonctionne, pour le coup, vu le temps que j'y ai passé. Donc c'est celle-là. Les moins bonnes, je dirais, mais que j'aurais voulu qu'ils fonctionnent mieux, il y en a 2. Le bilan de ma campagne au nom des pairs. Mais j'ai bien conscience que dès qu'on parle d'un truc que les gens n'ont pas vu, n'ont pas entendu, ça intéresse moins. Ils ont moins cliqué dessus. Pourtant, j'ai essayé de faire de ce bilan quelque chose de plus global qui m'a permis de tirer des conclusions. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Je pense que ça répond avec plus de détails à certaines questions qui m'ont été posées sur ce bilan-là. Plus généralement, ma chaîne secondaire d'Actuel Play, les stats, comptes et légendes. Alors, je vais bientôt avoir 100 abonnés. Proportionnellement au nombre d'abonnés, elle fonctionne pas mal. Il y a pas mal de vues. Il y a des gens réguliers qui ont suivi la campagne jusqu'au bout. Je les en remercie. C'est vraiment sympa. Vous avez laissé des commentaires et tout ça. C'est super. Je vous en remercie. Maintenant, je vais essayer de lancer des one-shots. Il y en a déjà un là qui est en cours de diffusion, Terminator. Parce que peut-être que l'investissement sur la campagne, il est trop important. Moi-même, j'écoute plus de campagne Actuel Play. Je vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que même si proportionnellement au nombre d'abonnés ça fonctionne, j'aurais voulu peut-être que ça fonctionne plus, qu'il y en ait plus d'abonnés. Mais je commence avec quelque chose de difficile, c'est que des one-shots et des campagnes dans des univers perso. Donc je n'ai pas un nom de jeu pour appâter, j'ai pas Warhammer, Cthulhu, tout ça. Donc c'est assez difficile de rediriger les gens vers cette chaîne. Je sais pas si elle durera éternellement. Pour l'instant, j'y touche pas et je produis, mais c'est les Actuel Play, créer un générique, tout ça, ça me prend du temps pour finalement derrière un retour qui est pas monstrueux. Et encore une fois, je remercie les gens qui suivent. Je vous avoue que je me pose la question pour 2024. Pour l'instant, c'est encore là, mais je sais pas si je garderai cette chaîne-là. À voir. À voir. Pour l'instant, aucune décision n'est prise. L'autre vidéo qui n'a pas fonctionné énormément et dont j'aurais voulu qu'elle fonctionne en tout cas mieux, c'est mon café JDR avec Michael Gelfi. Je vous invite à aller sur sa chaîne. C'est le plus gros fournisseur de musique d'ambiance et de son d'ambiance pour le jeu de rôle spécifiquement. Et d'ailleurs, ça me mène à la question suivante qu'on m'a posée. Quels sont les cafés JDR marquants sur ta chaîne sur l'année 2023 ? Ce café JDR en fait partie. Michael Gelfi, c'est un type vraiment très intelligent. J'ai eu une discussion, un café JDR passionnant avec lui. On a même discuté après le café JDR d'autres sujets, c'était tout aussi intéressant. C'est un mec vraiment qui percute, il est très organisé, il produit beaucoup. Je l'ai rencontré aussi à Octogone, on est allé manger ensemble, on a pu parler d'autres choses. On se côtoie pas extrêmement souvent, hein, je veux pas grossir le truc, mais on s'est parlé, on garde le contact. Vraiment un mec bien en plus, il a la tête sur les épaules. Vraiment un bon café JDR, très intéressant. J'aurais voulu qu'il ait plus de succès. Mais il m'avait prévenu en plus, hein, la majorité de son audience vient des États-Unis, hein, donc très clairement. Mais de toute façon, je l'avais pas invité pour ça. L'autre café JDR qui m'a marqué, c'est le café JDR sur les émotions avec Jenny. Déjà parce que je pense que ça a contribué au fait qu'elle devienne une amie. On se connaissait pas encore très bien quand elle est venue sur la chaîne, même si ça avait bien accroché sur le Discord. Et puis elle m'avait beaucoup surpris dans le sens où elle avait admis de son propre aveu qu'elle était très émotive. Pour autant, je l'ai trouvée extrêmement rationnelle dans son approche de l'émotion au sens général et dans le jeu de rôle. J'ai pu le constater après en ayant joué avec elle. Et je m'attendais pas à une approche si pragmatique justement de quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion. Et ça a suscité beaucoup de discussions entre nous après d'ailleurs. Vraiment intéressant, les gens ont beaucoup apprécié aussi ce café JDR. Pour le coup, ça a eu du succès et a raison. Et d'ailleurs, je pense que Jenny, qui se peignait comme étant qui se décrivait comme étant une rôliste débutante, je pense qu'elle reviendra sur la chaîne pour parler de son évolution maintenant, après l'année écoulée en termes de jeu de rôle, comment sa vision du loisir a évolué. Le temps de travail sur mes vidéos. Alors ça dépend quelle vidéo. L'enregistrement, c'est souvent le plus long. Là, ça me prend une plombe d'enregistrer celui-là, je vous le dis tout de suite. La vidéo sur les enquêtes m'a pris vraiment énormément de temps. Je les prépare toutes. En plus, il y a une structure en amont sur la plupart de mes vidéos. J'aime bien que ce soit un minimum organisé, qu'il y ait une logique, surtout que je parle beaucoup, donc si en plus j'organise pas en amont, on est quand même mal barré. C'est pas que c'est quelque chose de scripté que je lis un texte, mais il y a une structure, il y a des points que je vais aborder et j'ai souvent des notes pour ne pas les oublier. Même cette vidéo-là, hein, elle est organisée. Hein. Je pensais avoir peu de travail en répondant à vos questions, mais en fait, il a fallu que je l'organise. Et donc, je dirais, allez, en moyenne, une vidéo, c'est 2 heures au total. Il y a l'enregistrement, il y a sa préparation, et ensuite, il y a créer la vignette pour YouTube, il y a la publier sur YouTube. Il y a tous ces à côté hyper chiants. Honnêtement, c'est pas mon truc en général.
Donc ça prend quand même du temps. 2 heures dans ma vie, moi, ça prend du temps, surtout que j'ai aussi ma campagne à travailler ou mes scénarios, accessoirement les enfants, la famille, le travail, l'entraînement, comme vous le voyez derrière. Ça, je le fais plus régulièrement que le jeu de rôle, mais il faut pouvoir trouver le temps. Est-ce qu'il y aurait une collaboration avec un gros youtubeur que j'aimerais faire? Écoutez, pas spécialement, je suis pas contre non plus, mais j'ai pas un gros youtubeur en tête. J'ai fait la collab avec Michael Gelfi, ça m'intéressait vraiment. Avec le bon MJ qui est un invité régulier de la chaîne et j'en suis très content, j'espère que ça se poursuivra. On a listé quelques sujets qu'on pourrait aborder plus tard, donc bien sûr il sera toujours le bienvenu. Et c'est un des plus gros youtubeurs français en matière de jeux de rôle. C'était pas pour ça non plus que je l'avais contacté, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le prochain avec qui j'aimerais avoir une collaboration, un café JDR, c'est Damien de la chaîne Rollis Cathonique. Il a laissé un commentaire sur une de mes vidéos il n'y a pas longtemps, et donc par curiosité, vu que je l'ai reconnu en photo, je l'avais vu à Octogone, je suis allé voir sur sa chaîne, j'ai trouvé très intéressante, je l'ai écouté assez régulièrement maintenant, et on a un peu échangé par commentaire. Je pense qu'on devrait se parler en 2024, il pourrait y avoir du café JDR à cet égard, et j'ai bien hâte, ça a l'air d'être un type super sympa, et qui a des idées intéressantes, donc on va pouvoir discuter de notre passion commune. Une autre collaboration, je vais peut-être vous rediriger. Alors j'ai eu moins de contacts. J'ai découvert une chaîne récemment, la chaîne de Val qui s'appelle Corkboards and Curiosities. Je le dis avec l'accent anglais parce qu'elle parle en anglais, elle est française, mais elle parle en anglais. Je l'ai découverte par une de ses vidéos sur le combat et j'ai repéré, dans cette vidéo, il y a plein de trucs qui ont résonné chez moi. Donc j'ai intégré son Discord, j'ai écouté un peu ses vidéos qui sont vraiment bien montées pour le coup. J'ai un peu discuté avec elle, je lui ai proposé si elle voulait faire un café JDR. Bon, il n'y a pas eu autant de discussions qu'avec Damien, mais je voulais nommer cette chaîne. Si vous parlez anglais, allez écouter, c'est vraiment une bonne chaîne, qui est récente et qui a l'air d'exploser d'ailleurs assez rapidement. Pour le reste, moi j'ai pas vraiment de gros youtubeurs en vue, honnêtement. Si ça se fait un jour, ça se fait, mais j'ai pas d'objectif particulier à cet égard. Enfin, mes projets, jeux de rôle au sens personnel et au sens de la chaîne, bien écoutez, je vais faire en sorte que cette chaîne se poursuive. Comme je l'ai dit, si elle gagne en popularité, c'est tant mieux, même si je vous ai dit que maintenant, en termes d'objectifs, on était plus dans la vitesse de croisière. Qu'est-ce qui va se passer en 2024 ? On va continuer déjà sur cette lancée, je vais continuer à faire des cafés JDR, je vais inviter de nouvelles personnes, je vais réinviter des gens qui sont venus pour parler d'autres sujets ou pour connaître leurs évolutions. Je vais continuer d'assumer le fait que je suis une niche dans la niche. J'ai pas forcément d'objectif d'étendre l'audience par du racolage en parlant d'autres jeux de rôle, encore que j'ai eu une idée là à Noël. J'avais revendu mon premier jeu de rôle JRTM et je l'avais toujours regretté et je l'avais dit à ma mère, comme quoi les parents parfois, et donc elle me l'a retrouvé et elle me l'a acheté pour Noël, mon premier jeu de rôle. Et donc je l'ai mis dans ma bibliothèque et ça m'a donné une idée. Je vais peut-être faire des revues de jeux de rôle qui sont dans ma bibliothèque, qui me servent plus, et sous un angle particulier, en expliquant comment ils ont contribué à faire le maître du jeu que je suis aujourd'hui. Qu'on soit en ligne ou pas avec ce que je propose, je veux vraiment montrer comment des livres de jeux de rôle ou des suppléments ont pu laisser leur marque sur ma manière de faire, comment ils ont pu me façonner ou susciter des réflexions. J'essaierai de faire un format plus court pour ces revues. Je sais que ça fera rire tout le monde. Format plus court, bon en tout cas c'est le plan, mais on verra bien. Donc il est possible qu'il y ait ce type de vidéos qui sortent à présent. Peut-être quelques critiques de livres qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle avec une copine, c'est en discussion, on verra en termes de littérature. Bon, à voir, c'est pas encore sûr, on en discute un peu. Et puis, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout sur les projets. Personnellement, je vais lâcher un peu les one-shots, même si je vais continuer à les faire jouer à quelques tables et je vais me consacrer à la création, la préparation de ma prochaine campagne. J'ai déjà commencé, hein, mais c'est un peu dur de trouver le temps. Donc, dans mon univers perso, qui va faire suite à ma campagne Au nom des pères, et cette campagne s'appellera Le ciel ici-bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. C'était mon bilan jeu de rôle de l'année 2023. Encore une fois, j'espère que cette année a été très bonne pour vous d'un point de vue jeu de rôle et de manière générale, bien entendu.
Si vous n'êtes pas abonné, bah écoutez, que ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas les pouces bleus sur les vidéos. N'hésitez pas à commenter, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Venez sur le Discord si vous voulez discuter, prolonger la discussion. Vous êtes les bienvenus. Et puis, bah écoutez, j'espère qu'on va se retrouver en 2024 pour continuer à parler jeux de rôle, à jouer aux jeux de rôle. Je vous dis donc à très bientôt. Merci à tous pour votre suivi. Salut.